Donc bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du langage clair et simple dans les communications préventives et en situation d'urgence. Tout d'abord, je vous présente mes collègues, donc Sophie Léger, Jade Lazuroy et moi-même Mélanie Saint-Pierre. Donc lors de cette présentation, nous allons tout d'abord vous parler du cas de l'acte médiatique, également des niveaux de littératie. Ma collègue Sophie va vous parler du langage clair et simple, qu'est-ce que c'est. Et enfin, Jade va également vous faire une synthèse des ouvrages consultés. On va en venir également à vous présenter 9 conseils de révision en ce qui a trait au langage clair et simple en situation d'urgence. Et finalement, on va en venir à notre conclusion. Donc, on va vous présenter un mandat et un texte lacunaire également pour les ateliers de révision. Donc, le cas de l'acte médiatique, c'est vraiment ce qui nous a amené à s'intéresser aux communications en situation d'urgence. Donc, lors de cet événement, les autorités civiles et la santé publique ont mis en place un système de communication afin de transmettre les informations primordiales aux citoyens. Toutefois, on apprend dans une étude réalisée par 2 professeurs de l'Université de Sherbrooke, Marie-Ève Carignan et Marc David, qu'à la suite de rencontres directes avec les citoyens, les autorités se sont rendues compte que ceux-ci n'étaient pas en mesure de bien comprendre certaines consignes qui étaient données dans les communiqués. Alors, par exemple, la santé publique a dû reprendre par 4 fois certains documents adressés à la population. Donc, on en est venu. La principale raison était qu'ils n'avaient pas pris en considération le faible niveau de littératie d'une bonne portion de la population. Donc, d'où l'importance de tenir compte du niveau de littératie de la population. Donc, par littératie, on parle de l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante en vue d'atteindre des buts personnels, d'étendre ses connaissances et capacités. Donc, ça, c'est une définition de l'Organisation de la coopération et du développement économique. On parle de 5 niveaux de littératie. Le niveau 1, c'est vraiment le plus faible niveau. Une personne de niveau 1 est capable de lire, mais il va avoir de la difficulté à suivre des consignes simples et des indications, par exemple une prise de médicaments. Une personne de niveau 2, par exemple, va être en mesure de suivre des consignes simples, mais va avoir de la difficulté, dans le cadre, par exemple, d'un nouvel emploi, à acquérir de nouvelles compétences. Enfin, le niveau 3, c'est vraiment qu'est-ce qui équivaut là, aux compétences du secondaire 5. Et niveau 4-5, c'est plus les études supérieures. Donc, dans la population québécoise, là, 19% de la population est de niveau 1 et 34,3% est de niveau 2. Donc, quand on regarde ça, c'est plus là, de la moitié de la population québécoise là, qui aurait de la difficulté à suivre des consignes simples. Donc, je passe la parole à ma collègue Sophie. Donc, le niveau de littératie, c'est un facteur qui influence la compréhension d'un texte. Mais qu'est-ce qui arrive en situation d'urgence? En fait, c'est que sous l'effet d'un stress intense, on ne réfléchit plus normalement parce qu'on tombe en mode survie. Donc, dans un environnement spécialisé ou simplement inconnu, notre vie va dépendre des consignes de sécurité. Donc, c'est vraiment super important qu'elle soit claire et sans aucune ambiguïté. C'est dans cette optique-là qu'a été développé le plain language, ou en français, le langage clair et simple. C'est un type de rédaction qui a été inventé durant la Seconde Guerre mondiale, qui était une situation extrême, dans laquelle les instructions, justement, devaient être le plus simples possible parce que la vie des gens en dépendait. Donc, les consignes devaient vraiment être concises. Aujourd'hui, le langage clair et simple est principalement utilisé par le gouvernement dans les documents officiels parce que le gouvernement s'adresse à énormément de personnes qui ont des niveaux de littératie variés. Donc, le langage clair et simple assure la meilleure compréhension possible. En ce qui a trait à la présentation des ouvrages que nous avons utilisés, nous sommes basés principalement sur 4 sources pour rédiger judicieusement nos conseils. Donc, à la base, nous avons utilisé les notes du cours Stratégie de rédaction rédigé par Héloïse Hardy, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, et précisément à la séance 10, qui se nomme « Pour créer un texte lisible, cohérent et pertinent ». Par la suite, nous avons utilisé une source gouvernementale, donc une source numérique qui se nomme « Pour un style simple et clair ». Nous avons également utilisé la langue claire et simple du Bureau de la traduction
ainsi que le texte des professeurs Marc D. David et Marie-Ève Carignan, Crisis Communication, lors de la tragédie du lac Mégantic. Ensuite, pour précisément l'un de nos conseils portant sur l'humour, que vous verrez plus tard, nous avons utilisé en fait un texte scientifique qui se nomme Faire appel à la peur ou à l'humour. Et également, nous avons utilisé un mémoire qui se nomme L'humour au service de la prévention. Donc, notre conseil numéro 1 est de s'assurer que seules les informations pertinentes soient mentionnées dans votre texte. Donc, puisque les communications en situation d'urgence visent une compréhension à la première lecture, il importe vraiment de ne conserver que les informations essentielles. Donc, pour y parvenir, on suggère de dresser une liste des informations essentielles et secondaires. Donc, pour ce faire, là, vous posez la question à savoir qu'est-ce que le récepteur doit vraiment savoir, mais également quelles sont les actions que vous voulez obtenir là, de sa part. Donc, comme exemple, nous avons trouvé là, un dépliant de procédure en cas d'inondation à conserver par les citoyens de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette. Et on peut voir là, certains exemples d'informations superflues. Là. Par exemple, il mentionne à Notre-Dame-de-la-Salette, la sirène est sans contredit le moyen le plus efficace puisqu'elle est puissante et que le sirène est entendue par la plupart des résidents. C'est vraiment une information qui n'est pas primordiale à savoir et même que tout le monde sait. Là. Alors, vraiment, axé juste à vous entendez la sirène, faites telle action. Ensuite, dans le même dépliant, on voit en raison de la montée du niveau des eaux, certains ponts, certains tronçons de route seront progressivement inondés et blablabla. C'est pas nécessaire non plus, ça alourdit la lecture et peut même mener là, au décrochage par certaines personnes. Conseil numéro 2, voir est-ce que la forme positive a été privilégiée. Quand on rédige, on a le choix d'employer la forme positive ou la forme négative. Chacune a ses avantages et ses désavantages. La formulation négative implique une opération mentale. Ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué, c'est juste que vous devez tenir compte qu'en utilisant la forme négative, vous précisez une action et vous précisez aussi de ne pas la faire. Donc, encore une fois, c'est pas que les gens ne comprendront pas, c'est juste que sachez que ça implique un degré de compréhension supérieur. Ensuite, la formulation négative, en ayant les mots « ne pas », ça ajoute des mots. Donc, une phrase qui est trop longue va nuire à la mémorisation des phrases précédentes. Et si toutes les phrases sont trop longues, à ce moment-là, ça va nuire à la compréhension et à la mémorisation globale de tout le texte. Pourtant, la forme négative n'est pas à proscrire parce que bien utilisée, elle peut aussi favoriser la compréhension. Dans ce sens-là, la phrase négative permet d'éviter les ambiguïtés en indiquant directement ce qui doit être évité, plutôt que d'énumérer toutes les possibilités. Donc, en situation d'urgence, c'est beaucoup plus pratique et rapide. Pour vous illustrer ceci, on a deux exemples. Le premier est une mauvaise utilisation d'une tournure positive qui a été plus claire en négation. Donc, c'est une consigne en cas d'inondation dans laquelle on peut lire « monter à pied dans les étages ». Cette forme positive crée une ambiguïté parce qu'elle met l'accent sur un élément qui est secondaire. Ce qu'on suggère, c'est plutôt d'écrire « ne prenez pas l'ascenseur » parce que c'est ça qui est important de retenir puisque l'ascenseur risque d'être bloqué et donc les gens à l'intérieur risquent de rester coincés. De cette façon, la formulation positive originale exige plus de réflexion pour comprendre le but réel, tandis que la forme négative qu'on suggère limite les possibilités, donc c'est plus concis. Deuxième exemple, c'est une utilisation d'une forme négative qui serait à améliorer. Donc ça, c'est un panneau qui vient du blog Sécurité sur lequel on peut lire « Pour votre sécurité, il est interdit de monter dans une voiture ou d'en descendre lorsque le train n'est pas arrêté ». La phrase est compréhensible telle qu'elle. Ce qu'on suggère, c'est d'écrire « Il est interdit de monter ou de descendre d'une voiture, ou d'en descendre lorsque le train est en mouvement ». On trouve que cette formulation évite d'éventuelles mauvaises interprétations. Dans ce sens-là, quand on dit que le train n'est pas arrêté, ce qu'on veut dire qu'il ne bouge plus ou que le moteur est éteint complètement. Donc c'est ça, à ce moment-là, ça évite des mauvaises interprétations. Donc en somme, une phrase qui est plus complexe à lire peut être fatale en situation d'urgence et c'est ça que vous devez retenir quand vous rédigez vos conseils. Pour le conseil numéro 3, en fait, c'est de vérifier les images et leur pertinence. En effet, en situation d'urgence, il est vraiment important, même primordial, de passer le bon message et ce rapidement.
C'est pourquoi ajouter une image à l'appui peut aider à la compréhension. D'ailleurs, il est vraiment important dans les images d'utiliser une image qu'on peut comprendre dès le premier coup d'œil. Donc, pour un premier exemple, selon vous, que signifie ce pictogramme? C'est ce que je pensais. En fait, cette image n'est pas claire du premier coup d'œil et en fait, ça nous empêche de comprendre le premier sens. Dans cette image, en fait, on voit seulement une personne dans une boîte noire avec un cadenas dessus. On peut se demander de quoi il s'agit. En fait, il s'agit d'une personne accroupie dans un endroit sécuritaire. Voilà pourquoi il y a la présence du cadenas sur cette image. Donc, passons au prochain exemple. Donc, le deuxième exemple est un bon exemple d'utilisation d'une image car on peut voir qu'il est interdit de téléphoner et du premier coup d'œil, on peut savoir de quoi il s'agit. En fait, nous avons une petite suggestion à vous faire. En fait, lorsque vous choisissez une image, nous vous suggérons de faire un petit sondage auprès de votre entourage à savoir ce que les personnes pensent de votre image spontanément, seulement pour savoir s'ils véhiculent le bon message. Pour le conseil numéro 4, en fait, c'est de vérifier la longueur des phrases et de privilégier les phrases courtes. En effet, c'est important d'être concis et précis. Et en privilégiant les phrases courtes, en fait, ça aide à aérer le paragraphe. Donc, pour le premier exemple, en fait, il s'agit d'un exemple tiré de la ville de Montréal. C'est une levée de l'avis d'ébullition préventif. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les rues sont regroupées dans le même paragraphe. Donc, il est difficile de savoir où sont les endroits touchés par rapport aux autres, car il n'y a pas de carte à l'appui, et c'est là que j'amène le troisième conseil. Donc, s'il y avait une carte à l'appui, déjà là, ça faciliterait la compréhension du message. Et c'est pourquoi, en fait, nous vous suggérons de privilégier une liste à puces, comme cette situation en cas de fuite de gaz de l'école de police, car ça permet d'aérer le paragraphe et ça permet de faciliter également la compréhension quand on peut voir chaque étape, ce qu'il faut faire dans cette situation d'urgence. Pour le conseil numéro 5, en fait, c'est de s'assurer que des termes simples et clairs soient utilisés pour enlever toute ambiguïté. En fait, nous avons pris un extrait du communiqué de la municipalité de Doddswell. Cet exemple, en fait, premièrement, le communiqué de la municipalité de Doddswell se nommait seulement communiqué. Donc, il n'y a pas vraiment de titre évocateur et ça enlève en fait un indice sur l'état d'urgence de la situation. Également, à la première lecture, nous avons déduit que c'était un avis sur la qualité de l'eau. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, les termes en genre tributaire et coliforme sont des termes en fait qui ne sont pas maîtrisés par toute la population. Donc c'est pourquoi il est important d'utiliser des termes simples et clairs car le niveau de littératie des personnes n'est pas au même niveau partout. Également, dans le deuxième extrait, nous pouvons voir des termes en vert. En fait, ce sont des suggestions pour améliorer le communiqué. Donc, dans un premier temps, nous vous suggérons de préciser la durée concernant la baignade. En fait, d'éviter la baignade, nous vous suggérons de préciser la durée. Et aussi, nous vous suggérons en fait d'identifier les endroits où la baignade est sans risque pour éviter toute confusion. Donc, conseil numéro 6, c'est de s'assurer que la mise en page facilite la lecture. Donc, une mise en page soignée va en effet faciliter la lecture, mais également alléger la présentation. Pour y parvenir, on vous suggère tout d'abord de prévoir un espace suffisant aux marges, soit là, entre 4 et 5 cm pour le haut et le bas et 3 cm pour les côtés. Également, il faut éviter de justifier le texte parce que ça crée des espaces là, supplémentaires entre les mots. Ou sinon, là, vraiment de procéder à des coupures de mots là, à droite. Également, là, de privilégier une police qui est facile à lire, donc avec des assez gros caractères. Donc peut-être d'éviter là, les polices avec empattement, mais également là, d'y aller avec des caractères foncés sur du papier pâle et non le contraire.
Ensuite, il faut prévoir également, là, pour aérer le texte, là, utiliser, faire au moins un interligne là, entre chaque image et les paragraphes. Également, utiliser là, des listes verticales sous forme là, de listes à puces. Également, là, ça va aider à alléger, comme ma collègue l'a dit plus tôt dans la présentation. Également, utiliser des titres, des sous-titres significatifs et finalement là, de disposer les images, par exemple les pictogrammes, à côté du texte auquel ils se rapportent. Donc, comme exemple, nous avons tout d'abord là, les mesures d'urgence. Ben, en fait, c'est une partie là, de l'écran des mesures d'urgence de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, comme on peut voir, là, il y a énormément de couleurs, beaucoup de pictogrammes également dans le haut, ce qui va vraiment là, créer un effet de surcharge, puis peut peut-être même nuire là, à ce que le lecteur là, ait un peu plus loin dans sa lecture. Donc, on suggérait là, tout d'abord d'enlever tous les pictogrammes en haut et vraiment de se contenter de seulement ce qui se retrouve à côté du texte. Comme autre exemple, il s'agit là, des mesures d'urgence dans le cas d'inondation présentées dans le conseil numéro 1. Donc vraiment, là, le dépliant ressemble à ça. On peut voir qu'est-ce que ça donne d'utiliser vraiment un texte justifié, là, se crée vraiment plusieurs espaces entre les mots, ce qui va nuire à la lecture. Et également, c'est très condensé, donc probablement d'enlever les éléments superflus, comme on l'a présenté au conseil numéro 1, permettrait là, de gagner de l'espace et d'aérer plus le texte également. Conseil numéro 7, s'assurer que le texte soit rédigé à la voix active. Un choix de rédaction à faire intéressant, c'est de privilégier la voix active plutôt que la voix passive. Parce que les formulations actives sont plus faciles à interpréter vu que le sujet y accomplit l'action, donc la phrase interpelle davantage le lecteur. Aussi, quand on parle, on utilise naturellement et plus fréquemment la voix active, donc c'est une compréhension qui est plus intuitive. Pour vous illustrer tout ça, on a rédigé deux exemples. Donc, premier exemple, la porte doit être fermée pour éviter que le feu ne se propage. Ce qu'on suggère d'écrire, c'est plutôt fermer la porte pour éviter que le feu ne se propage. De cette façon, la voix active interpelle le lecteur pour lui commander une action, mais aussi ça engage une certaine part de responsabilité parce qu'au lieu de juste lire la consigne passivement et se dire « Ah, la porte devrait être fermée », le lecteur se dit « Je dois fermer la porte ». Deuxième exemple, le personnel doit demeurer calme. Ce qu'on suggère de plutôt écrire, c'est rester calme. En enlevant la portion le personnel, on invite quiconque lira cette phrase-là à suivre la consigne. Puis aussi, donc ça incite tout le monde à suivre la consigne et justement à rester calme. Conseil numéro 8, s'assurer que les idées soient organisées. Avant de rédiger un texte, il est primordial d'établir un plan afin que les idées soient bien organisées. On commence d'abord par déterminer l'objectif du texte. Ensuite, on identifie les idées principales. Si le texte s'y prête, on peut présenter l'objectif dans une introduction. Ensuite, les idées doivent toujours être présentées dans un ordre logique et on présente toujours une seule idée par paragraphe parce que ça assure une meilleure compréhension. Comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, un texte gagnera à avoir un titre évocateur au-dessus. Et chaque paragraphe, s'ils sont très volumineux et très nombreux, pourront aussi être chapeautés d'un sous-titre pour faciliter le repérage et la lecture. Pour vous illustrer tout ça, on a pris comme exemple un extrait d'avis d'ébullition d'eau de Waterloo. Donc, je vais lire avec vous en indiquant ce qui va pas et ce qu'on veut corriger. Donc, premier élément, durant cette période, d'abord, il faudrait préciser justement quelle est cette période. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est d'écrire de telle date à telle date. Ensuite, on lit « Nous vous demandons de ». Ces mots-là sont superflus, ils n'ajoutent rien à la compréhension, donc on les enlève. Alors, on dirait plutôt « Limitez votre consommation ». À ce moment-là, c'est cette phrase-là qui va poser problème. Ça va être « Limitez votre consommation en eau potable ». Ça crée des ambiguïtés, parce que d'une part, on se dit « Limitez votre consommation, dans le fond, est-ce qu'on peut en boire ou est-ce qu'on peut pas en boire ?» Puis ensuite, on dit « Limitez ma consommation en eau potable ». Donc là, à ce moment-là, encore une fois, on se demande « Est-ce que l'eau est vraiment potable ou elle l'est pas ?» Donc, nous, on suggère de plutôt écrire « Ne consommez pas l'eau de votre robinet ». Donc, c'est plus clair comme ça. Ensuite, on change d'idée, donc on change de paragraphe. Après ça, on aurait des termes qu'il faudrait préciser. On a un conduit flexible. La plupart des gens ne sauront pas ce que c'est, on pense, donc ça serait plus avantageux de décrire ce qu'est un conduit flexible. Ensuite, c'est écrit « afin d'éliminer tout débris ». Encore là, ici, c'est pas vraiment clair. Est-ce que c'est le citoyen qui lit l'avis qui doit éliminer les débris ou c'est plutôt la municipalité qui va passer plus tard? Donc, il faudrait aussi préciser. Donc, dans les deux cas, on a mis les suggestions de précision entre crochets.
Ensuite, on change encore d'idée, donc on change de paragraphe. Après ça, on a le verbe faire, alors qu'au début, on avait éviter. Donc, il faudrait conserver le même temps de verbe. Alors là, on lirait plutôt faites attention. Ensuite, les problèmes qui restent, c'est éviter de circuler régulièrement. Encore là, on sait pas, c'est pas clair s'il faut éviter complètement. Qu'est-ce qui arrive si on le fait quand même? Donc, il faudrait ajouter une précision. Il y avait aussi faites attention lors de la tonte de la pelouse. Même chose, est-ce que c'est à proscrire complètement ou est-ce qu'on peut le faire quand même? C'est pas clair. Donc, pour le premier élément, on ajouterait une précision. Et pour le deuxième, on a suggéré de simplement écrire éviter de tondre la pelouse. Donc, conseil numéro 9, il s'agit de s'assurer que l'humour est approprié. Donc, l'humour est efficace là, pour persuader d'adopter un comportement dans le cadre de mesures de prévention. Donc, plusieurs études nous apprennent en fait que l'humour serait plus efficace que la peur dans certains contextes. Donc, alors que la peur là, va générer des mécanismes de défense chez l'interlocuteur, l'humour va permettre de contourner l'effet moralisateur des communications préventives. Donc, grâce à l'humour, les individus sont moins sur la défensive et vont être plus ouverts là, à explorer de nouvelles perspectives, mais également vont mieux s'identifier aux messages véhiculés. Toutefois, l'humour mal utilisé peut nuire à la crédibilité du message et donc à utiliser avec parcimonie. Alors, on a deux exemples. Le premier est un mauvais exemple d'utilisation de l'humour selon nous, bien sûr. Alors, il s'agit d'une campagne du réseau ferré de France. Ils ont fait appeler à un rappeur français, ils ont appelé, en fait c'est un clip, là, une chanson de prévention qui s'appelle « Joue pas au con ». Et le public visé, là, on présume que c'est vraiment un public jeune. Ça consiste là, vraiment, ça illustre des jeunes qui jouent au con là, en allant jouer sur les voies ferrées et qui se font décapiter par les trains. Donc les producteurs, là, ils lésinent pas sur le sang, les démembrements. On voit des membres envolés un peu partout, comme on peut le voir ici, un œil, un doigt et un os. Donc, on se questionne à savoir là, est-ce que les dessinateurs retiennent vraiment le message véhiculé. Ensuite, un autre exemple, il s'agit là, de la Régie autonome des transports parisiens. Malgré qu'on y sous-entende encore ici un démembrement, une décapitation, c'est d'un peu, un peu de meilleur goût. En fait, là, ça s'adresse également probablement plus à un plus grand public, mais c'est ça, on se dit probablement que là, le message passe mieux et l'humour est plus approprié dans ce cas-ci. En conclusion, le langage clair et simple est une langue qui peut sauver des vies. Rappelez-vous lors de votre prochain mandat de rédaction qu'il pourrait s'agir d'un cas de vie ou de mots. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté, c'était des conseils par rapport à des consignes de sécurité et des mesures de prévention. Ce qu'on vous a répété, c'était qu'il est important d'être super clair parce que la sécurité et la vie des gens peut réellement dépendre de ces consignes-là. Mais ce qui serait vraiment important de retenir aujourd'hui, c'est que peu importe le type de communication, peu importe les destinataires et peu importe le niveau de littératie, c'est toujours à votre avantage d'être le plus simple et le plus clair possible. Donc, nos conseils nous amènent à vous présenter notre mandat. Donc, l'agent des communications de la municipalité de Saint-Sévère-de-Notre-Dame-des-Douleurs a été renvoyé pour incompétence. La directrice générale vous mandate donc pour réécrire un avis d'ébullition que l'agent en question avait préalablement écrit. L'avis doit tenir sur une page, étant donné qu'il doit être lu rapidement et qu'il va être distribué dans les commerces de la municipalité. De plus, vous devez avoir en tête que cet avis s'adresse à l'ensemble de la population du secteur et que les habitants appartiennent à diverses classes sociales et qu'ils ont différents niveaux d'éducation également. À toi. Comme il a été mentionné dans le mandat, donc il s'agit d'un avis d'ébullition d'eau. Notre texte final est un avis d'ébullition d'eau qui est parti d'un texte original mais que nous avons modifié pour illustrer l'utilité de nos conseils. Donc nous vous remercions de votre écoute et est-ce que vous avez des questions?